Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et après avoir pris la voiture la semaine dernière avec un goéland, on va apprendre à ouvrir des robinets avec des cacatoès. C'est pas incroyable? Comment ça va Sophie? Très bien, j'ai enfin pouvoir boire de l'eau, je suis contente. Ah bah, c'est pas garanti, hein, parce que pas tous n'y arrivent. Hein. On y reviendra dans la première partie de l'émission sur cette étude très particulière, qui nous vient évidemment d'Australie, hein, parce que voilà. Cacatoès, évidemment. Jusque-là, tout va bien. Exactement. Et toi, tu vas nous parler de changement climatique, truc beaucoup moins drôle. Oui, et là, c'est des sujets que j'essaie d'aborder, pas tous les épisodes, parce que sinon c'est un petit peu redondant et c'est toujours un petit peu triste. Donc voilà. Mais bon, de temps en temps, malheureusement, il faut en parler, et il y a une nouvelle étude qui est sortie, donc on va voir un peu de quoi ça parle. Voilà. Eh bien, on va voir ça dans la seconde partie de l'émission. En attendant, on va tout d'abord vous parler de nos petites découvertes de ces derniers jours. Moi, j'ai deux petites informations, Sophie. Je sais pas combien toi tu en as. Mais je vais commencer par un petit truc très sympathique que j'ai découvert comme ça au gré de mes recherches. Savais-tu que notre cher ami Vivaldi s'était inspiré d'un oiseau pour une de ses compositions musicales ? Alors, je sais qu'il s'est inspiré de pas mal d'espèces. Est-ce que ce serait pas... alors, c'est pas le... Parce que je connais pas mal Vivaldi, il y a pas mal de trucs, effectivement, où il s'inspire de la nature directement. Mais alors, celui de l'oiseau, je sais plus lequel, c'est il... Oui, exactement, ça commence bien. Ça commence par un G. Gardianello, ou un truc du style. Gardellino, exactement. Voilà, Il Gardellino. Malheureusement, je ne parle pas italien. Il Gardellino, c'est le chardonneret élégant en italien. Voilà. Top. Donc c'est une musique qui a été composée en 1729, un concerto pour flûte en l'honneur de notre chardonneret élégant européen. Très joli celui-là, j'aime beaucoup ce morceau. Est-ce que tu pourras nous le mettre entre les deux peut-être ? Ah, j'essaierai de vous le mettre effectivement. La magie du montage me permettra de faire cela. Donc voilà, petite information que j'ai trouvée comme ça, mais la musique classique et les oiseaux ont plutôt inspiré d'autres compositeurs de classiques, je pense notamment à Mozart avec son fameux étourneau. Oui. Mais ça a toujours été joli. Et les rossignols, évidemment, hein, comme beaucoup de compositeurs s'en sont inspirés aussi. Moi, de mon côté, on va aller du côté des US. Est-ce que tu connais des oiseaux qui mangent des avocats ? Alors attends, si j'en connais, mais j'ai pas de noms qui me viennent en tête. Peut-être des psittacidés, mais moi, bof, peut-être. C'est vrai que ce serait plus logique, en un sens. T'as tout à fait raison à ce niveau-là. Mais pour le coup, on va parler d'un rapace. Il s'agit de la buse à épaulettes. Si. Donc la buse à épaulettes a décidé que maintenant, elle allait consommer des avocats. Alors, on le savait pas encore que c'était une des possibilités chez elle, mais c'est vrai que c'est un oiseau avec un régime alimentaire très opportuniste, hein, ça mange pas mal de trucs, ça se débrouille un petit peu. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un goéland comme on a vu l'autre fois, mais quand même, ça mange un peu à tous les râteliers. Donc, voilà. En l'occurrence, il se trouve que ça mange aussi des avocats. Voilà. Incroyable. Et alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en plus, non seulement il le mange, mais en plus il fait ça bien, il retire la peau tranquillement, avec son bec, en le tenant dans ses serres comme ça, et puis après, il consomme l'intérieur. Parce que quand même, on n'est pas des sauvages. Voilà. C'est pas possible. C'est pas possible. Incroyable. Ah bah si même eux s'y mettent, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon. Moi, je vais terminer par parler d'un oiseau qui s'est éteint,
possiblement en 2019, Oh. et qui s'est éteint d'une manière un petit peu particulière, nous apprend donc un article de Biological Conservation qui n'est pas encore sorti, qui sortira donc en juillet prochain, donc il sera sorti au moment justement où cet épisode sera disponible à votre écoute, et qui parle donc de, entre autres, puisque ça concerne une 60aine d'espèces animales, de la citelle des Bahamas. À ton Ouh. avis, Sophie, qu'est-ce qui a été problématique pour la citelle de Bahamas? Pourquoi cet oiseau a disparu, on suppose, en 2019? La citelle des Bahamas. Alors je sais pas, peut-être un problème dans la capacité de nidification, parce qu'aux Bahamas il y a pas mal de gens, ça peut peut-être les déranger. Alors non, pas au niveau de la population humaine pour le coup. Effectivement, ça a un rapport sans aucun doute avec la réduction de son habitat, mais c'est une cause naturelle de réduction de son habitat puisqu'on parle d'ouragan. Ah mince. Et une étude qui sortira donc en juillet 2025 pointe environ 60 espèces qui seraient au bord de l'extinction à cause justement d'ouragans très violents qui ravageraient des hotspots de biodiversité, et notamment dans les Caraïbes, dans l'océan Indien et sur la bordure ouest Pacifique, donc ce qui concerne Philippines et Japon. Et la citelle des Bahamas était un oiseau qui avait été redécouvert en 2018. Malheureusement, l'année d'après, un ouragan très violent avait à nouveau ravagé l'île, et depuis, on suppose que l'oiseau est porté disparu à cause de cet événement. Ah mince. Bon. Voilà. Et comme les ouragans s'intensifient de plus en plus à cause du réchauffement climatique, il se pourrait que d'autres espèces soient concernées dans un futur proche. Bah de mon côté, des gens s'organisent pour justement essayer de mettre en place des moyens d'empêcher certaines espèces de disparaître. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est une école primaire qui a eu un prix de la part d'Audubon, qu'on connaît très bien. Et ils ont reçu... Il est revenu d'entre les morts, incroyable. Alors pas lui, mais heureusement... heureusement l'organisation du même nom. Le pauvre. Mais en tout cas, ils ont remis donc un prix aux étudiants, aux enfants de cette école primaire, qui avaient décidé de faire des panneaux pour l'endroit où ils vivent, ils habitent sur Long Island. Et ils partagent les plages, notamment avec beaucoup d'oiseaux qui vont nicher au sol, alors des pluviers, ce genre de choses. Il y avait aussi des huîtriers, enfin bref, tout ça. Et ils avaient fait des tas de dessins et des tas de panneaux pour mettre sur la plage, pour dire aux gens de faire attention et de partager la plage avec les oiseaux nicheurs locaux, pour que justement on essaie de les protéger et pour empêcher les débordements. Voilà, donc on leur dit bravo. Bravo les enfants, bravo à vous. Et est-ce que ce sera ton dernier mot pour cette rétro? Oui, ça ira. Eh bien, on va partir en Australie à la rencontre du Kakatoès à Hub Jaune. Enfin, à la rencontre, je crois qu'on a déjà parlé de lui quand même dans l'émission. Du Kakatoès en règle générale, oui. Ça, oui. Ouais, à Hub Jaune, je suis pas sûr pour le coup. J'ai un doute. Ah, ma mémoire me fait défaut. Enfin bref, le Kakatoès à Hub Jaune, c'est un oiseau très répandu en Australie, tellement répandu qu'on peut dire que c'est un peu les pigeons de l'Australie. Hein. Ce sont des oiseaux qui sont très innovants, et en 2023, ils avaient défrayé la chronique, notamment parce qu'une étude était sortie et montrait que les Kakatoès étaient capables d'ouvrir les poubelles. Voilà. Oui. Et j'ai appris dans l'étude du jour que je vais vous citer que les Kakatoès sont capables aussi, et ça tombe bien, on est en période de chaleur en France, que les Kakatoès se mettent près justement des grilles d'aération pour se refroidir en été. J'ai trouvé ça très drôle. Incroyable. Mais on va pas parler d'ouverture de poubelle, quoique si un petit peu, puisqu'on va faire une comparaison avec le comportement qui nous a été relaté en septembre 2018. C'est une ornithologue du nom de Barbara Klump qui observe un comportement très original, alors qu'elle observe les oiseaux pour justement une étude, des Kakatoès qui boivent à une fontaine. Alors, quand je parle de fontaine, je parle de fontaine publique, avec justement les fameux robinets qu'il faut ouvrir, et vous pouvez récupérer de l'eau, soit pour boire,
voilà, ce genre de fontaines-là. Je parle pas de grandes fontaines comme on peut avoir sur certaines esplanades de grandes villes. Donc c'est un comportement qui a été vu une première fois en septembre 2018 et c'est un comportement qui sera revu à nouveau par Barbara Klump un petit peu plus tard et puis aussi les Rangers de la réserve locale où a été fait cette étude. Et en juin 2019, on confirme que le comportement est un comportement qui n'est pas accidentel puisque plusieurs individus ont été observés en train de faire la même chose. Donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, du 29 août au 11 octobre 2019, Barbara Klump et ses équipes décident d'installer une caméra piège proche d'un des points de rassemblement des oiseaux aux fontaines. On est dans la conjonction de la réserve de Charlie Bali, Kariela et Nourangigi. Grosso modo, il faut surtout retenir qu'on est à l'est de Sydney et on est dans une réserve avec une végétation assez endémique où on trouve également des aires de jeu et des terrains de sport et tout ça s'étale sur à peu près 250 hectares et nos cacatoès à huppe jaune, eux, partagent un dortoir et viennent se nourrir à cet endroit dans un secteur de 2 à 5 km². On estime que la population d'oiseaux est d'environ de 100 à 150 individus, parce que justement, on les a observés en dortoir. Donc, on installe cette caméra pour savoir un petit peu comment les oiseaux vont se débrouiller, et puis on marque aussi certains individus, 24 individus par la méthode du je te donne de la nourriture et tu viens me voir, ce qui permet donc de ne pas attraper entre guillemets l'oiseau et de pouvoir justement le contraindre quelque peu dans ses mouvements, et on a 2 autres individus qui eux sont équipés d'une balise GPS. La caméra elle tourne pendant environ 14 heures, 3500 fichiers sont récupérés et une fois qu'on a récupéré les fichiers, il faut analyser ces derniers et on a un total de 525 tentatives d'ouverture de robinet qui sont réalisées à l'endroit où la caméra a été placée. Et j'ai bien dit à l'endroit où la caméra avait été placée parce qu'en réalité dans le parc il y a une dizaine de robinets et il y a 5 autres robinets qui ont des marques justement de bec ou de griffes, signe que les cacatoès pourraient aussi utiliser ces robinets-là. Donc c'est tout de même assez remarquable. Donc 525 tentatives, 105 réalisées par les oiseaux qui ont été marqués. Parmi les oiseaux marqués, donc les 24 d'entre eux, 17 ont réussi à ouvrir le robinet, ce qui est tout de même assez impressionnant. On est sur un ratio d'environ 70% d'oiseaux qui seraient capables de le faire. Et au niveau de la réussite de l'opération, on serait sur 41% des oiseaux non marqués qui réussiraient l'opération contre 52% des oiseaux marqués. Mais ça reste des chiffres très peu significatifs étant donné qu'on a une population d'oiseaux marqués très très faible par rapport à la population de la centaine ou de 150 individus. En tout cas, on tourne dans ces eaux-là. Alors grosso modo, comment va se présenter justement l'ouverture du robinet ? Les oiseaux vont utiliser leurs différentes pattes et leurs becs pour pouvoir s'agripper correctement sur le haut du robinet et pour pouvoir faire pivoter le robinet soit avec leurs pattes, soit avec leurs becs. Il y a quelques vidéos qui sont présentes dans l'étude qui montrent un petit peu tout ça. Et puis on a aussi dans ces vidéos des oiseaux qui observent le comportement des autres individus faire. Donc il y a une transmission culturelle qui s'assure d'une certaine manière dans la population. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux cacatoès qui ouvrent des poubelles ? Parce que oui, je vous avais dit, les cacatoès, ils sont capables d'ouvrir des poubelles. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que les gens ont décidé de mettre des gros blocs de béton sur les poubelles pour éviter que les cacatoès les enlèvent. Mais les cacatoès arrivent à retirer ces blocs de béton en les poussant et donc réussissent en les poussant avec leur tête. Sophie, vraiment, c'est vraiment, ils décident de pousser les blocs en les poussant, ouais, absolument. Donc blocs de béton peut-être pas, mais en tout cas des choses pour obstruer l'ouverture de la poubelle afin que les oiseaux ne se délectent pas. C'est toujours la même chose. Hein. Le cacatoès, il ouvre la poubelle, pourquoi ? Pour se nourrir évidemment. Hein. Pourquoi il ouvre le robinet ? Pour boire évidemment. Hein. L'objectif de l'oiseau, c'est de répondre à ses besoins primaires. Donc,
L'ouverture des poubelles, on est chez 54% des cacatoès qui ont réussi, ce qui est plutôt pas mal. Cependant, on a énormément aussi d'essais qui sont manqués, notamment parce qu'on suppose qu'il y a un biais lié au sexe dans les tentatives d'utilisation, puisque les mâles seraient peut-être plus forts que les femelles, et donc les mâles réussiraient plus facilement justement à ouvrir les poubelles que les femelles, ce qui n'est pas le cas visiblement lors de la fontaine. On a un ratio qui serait, on va dire, assez peu significatif entre les deux animaux. Et puis, pour les ouvertures de poubelles, on avait des techniques d'ouverture. Pour l'ouverture du robinet, on a des techniques d'ouverture. Alors, elles sont beaucoup moins nombreuses apparemment que les techniques d'ouverture de poubelles, qui consistent soit à prendre avec son bec le bout du couvercle et ensuite pousser avec ses pattes pour lever, ou alors se mettre sur le côté de la poubelle pour pouvoir glisser son bec et ainsi avancer progressivement avec le couvercle de la poubelle pour le faire lever par la suite. Oui, on vous a dit quand même que les cacatoès étaient doués. C'est terrible. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et la dernière chose qui est intéressante dans cette étude, c'est que malgré cette utilisation habituelle, qu'ils considèrent comme une utilisation qui a déjà, qui est assez répandue dans la population des cacatoès. C'est pas quelque chose qui a été découvert dans l'étude, que c'est sans doute un comportement que les cacatoès avaient déjà emmagasiné depuis quelques années en arrière. Eh bien, c'est le seul endroit où on a ce genre de comportement de cacatoès qui ouvre les robinets. Alors que pour les cacatoès qui ouvrent les poubelles, eh bien, il y a 44 endroits qui ont été signalés avec justement des cacatoès faisant ce genre de bêtises. Pour l'ouverture de robinet, il semblerait que ce soit uniquement ce parc, cette réserve dans laquelle les cacatoès sont capables justement d'ouvrir les robinets. Alors, est-ce que c'est réellement le cas? Pour l'instant, il n'y a pas de signalement. Peut-être qu'il y en aura un petit peu plus tard. Au moment où sort peut-être l'étude, il y a peut-être des gens qui vont faire « Ah mais au fait, nous on a notre cacatoès qui fait ça ». Mais pour l'heure, sur Big City Birds, qui est une application de sciences citoyennes utilisée en Australie, eh bien on n'a pas ce genre de comportement qui a été relevé autre part qu'ici. Voilà, pour les cacatoès qui ouvrent les robinets et qui boivent de l'eau. C'est fou. Quelle histoire. Franchement. Mais du coup, la question qui se pose, c'est est-ce que ce comportement va se répandre dans la population, dans d'autres aires, si tu veux, de répartition? Et puis, si c'est le cas, en combien de temps? Ce serait intéressant à voir ça aussi. Bah ça, faudrait qu'on ait justement d'autres cas qui nous le signalent. Comme je l'ai dit, pour l'instant, on a uniquement cet endroit précis du secteur de Sydney où on a ce comportement. Il n'a pas été revu ailleurs à Sydney. Donc peut-être que au fur et à mesure du temps, dans les prochaines années, on verra fleurir ce comportement d'ouverture de robinet. Mais pour l'instant, il ne semble présent que dans cet endroit particulier et que diffusé dans cette population de centaines ou 150 individus. D'accord. Ouais, justement, ce sera intéressant d'étudier la suite. Absolument, absolument. Ce sera intéressant d'étudier la suite, mais voilà, pour le coup, il n'y a pas vraiment de perspective. C'est surtout une perspective sur le fait que les cacatoès et les oiseaux sont des animaux qui s'adaptent de plus en plus à notre environnement urbain, et qui sait ce qu'ils vont nous trouver comme bêtises à faire très prochainement. Voilà. Mais je t'avoue que le coup du cacatoès qui utilise le climatiseur, je m'en suis pas remis depuis que je l'ai lu. Faut que je lise cette étude. Puis non, le temps m'a manqué. Mais c'est trop top. Franchement, c'est fou. Mais c'est génial. C'est fou. Ouais. C'est génial. Franchement, ils savent plus quoi inventer pour... Des fois, je me demande s'ils font pas exprès pour nous, tu sais. Attention, il y a un ornithologue qui approche, vite, il faut inventer un truc. Exactement. Un petit spectacle de clown, tu sais. Oh, regardez, on va les distraire. Non, je sais pas, écoute, je sais pas. Mais ils sont terribles quand même, ces oiseaux. Ouais, ils sont terribles. Ce qui est toujours assez intéressant quand même dans ce genre d'études, c'est que tu as quand même un taux d'insuccès
par rapport justement à l'ouverture du robinet, donc ce qui montre que soit il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres, soit il y a des individus des individus peut-être plus expérimentés que d'autres, mais il y a toujours il y a toujours une notion d'échec. Alors autant pour la poubelle, on peut l'expliquer par le fait que ce soit plutôt les mâles qui soient comment dire, responsables de ce genre de comportement, peut-être plus forts, peut-être plus à même justement de supporter de lourdes charges, mais pour le coup du robinet, là la différenciation entre mâle et femelle peut pas vraiment se faire, donc il faut chercher peut-être la réponse autre part. Et c'est peut-être dans l'expérience de l'individu, dans la technique utilisée. Faut voir l'âge des individus, peut-être. Oui, peut-être aussi des innovations au niveau du bec ou au niveau des pattes qu'on n'a peut-être pas calculé encore et qui montreraient peut-être que certains individus sont plus à même de réussir l'ouverture que d'autres. Ouais. Oh, c'est possible. Comme on avait vu avec les colibris la dernière fois, là, il y a des changements au niveau du bec en très peu de temps. Donc il est tout à fait possible que les cacatoès s'adaptent aussi à nos poubelles et nos robinets en un court laps de temps, et que bientôt ils auront des ouvre-boîtes à la place du bec. On sait pas. Bientôt ils domineront le monde. Donc voilà, si vous plaignez des pigeons qui s'adaptent en ville, plaignez les Australiens qui ont les cacatoès. Ils ont pas que les cacatoès, en plus ils en ont d'autres, des bestioles. Non, c'est vrai. Hein. c'est vrai. Oh mon dieu. Oh, pauvre bestiole. On reparle de réchauffement climatique. Ah bah, let's go. Adaptation, réchauffement climatique, du coup. Ouais, et il y a une nouvelle étude donc, qui est sortie, alors il n'y a pas très longtemps, c'était ce mois-ci, donc pour ceux qui nous regardent, c'était... non, c'était pas ce mois-ci, c'était fin mai 2025. Et c'est une étude qui s'intéresse aux oiseaux et au réchauffement climatique, et notamment à la capacité des oiseaux à échapper au réchauffement climatique. Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans beaucoup d'études, on a tendance à dire, pour la majorité des espèces, le réchauffement climatique c'est un problème, mais pour les oiseaux, ma foi, on s'en fiche parce qu'ils peuvent voler, et bon voilà. Du coup, s'ils volent, ça veut dire qu'ils peuvent échapper au réchauffement climatique en allant se percher dans des endroits où il fait un peu moins chaud, par exemple, aller en haut vers les sommets, se faire une petite semaine en Sibérie, n'importe, mais voilà. Alors, la nouvelle étude donc qui est sortie, qui a été publiée le 28 mai dans Nature, Ecology and Evolution, donc pas n'importe quoi, nous explique qu'en fait, c'est pas exactement aussi simple que ça. Alors, un oiseau, déjà, il faut remettre l'oiseau dans son contexte. Un oiseau, c'est quoi ? Vous savez tous ce que c'est qu'un oiseau, si vous êtes ornithologue amateur. Mais surtout, un oiseau, c'est pas juste un organisme comme ça qui peut se balader quand il veut, comme il veut. C'est un organisme qui est lié à d'autres organismes au sein d'un écosystème. Tout ça, ça fait une sorte de réseau, il y a des relations de proie-prédateur, il y a des relations qui sont très importantes, qu'on appelle des relations trophiques, et qui, malheureusement, conditionnent un petit peu la vie de notre oiseau, parce que sans ces relations, sans ces possibilités dans son écosystème, et de toute façon, il ne peut pas se débrouiller. Il va lui falloir à manger, il va lui falloir des lieux pour se cacher ou pour nidifier, enfin bref, il a besoin de plein de trucs qu'il ne trouvera pas forcément ailleurs. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un réchauffement climatique, ou un changement climatique quel qu'il soit d'ailleurs ? L'oiseau va devoir essayer de trouver de la nourriture ou un logement peut-être autre part. Sauf que lorsque l'oiseau va migrer, il va se heurter à quelques petits problèmes. Déjà, les écosystèmes qui sont à proximité du sien ne sont pas forcément les mêmes, donc peut-être qu'il ne trouvera pas la bonne source de nourriture, il y a des espèces qui sont quand même très très spécifiques dans ce qu'elles ont besoin de manger, donc c'est compliqué pour elles. Ou alors, tout simplement, elle va rentrer en compétition avec d'autres espèces qui sont déjà sur place, et qui, elles, vont défendre leur bout de gras. Parce qu'il est hors de question de laisser un nouveau venu s'accaparer toutes les ressources du coin.
Il y a des territoires qui sont déjà utilisés par d'autres espèces et qui donc ne seront pas accessibles pour ces espèces qui vont devoir migrer. Sans compter que, évidemment, si on migre dans un nouveau milieu, ça veut dire qu'on n'aura pas forcément la même source de nourriture, parce que, mettons qu'on est une espèce qui mange un certain type de graines, et ben si l'arbre en question ou la plante en question ne se trouve pas dans l'écosystème d'à côté, même s'il y fait un peu plus frais, et ben ça veut dire que votre oiseau ne pourra pas se nourrir de toute façon. Donc il n'a aucun intérêt à migrer, au final. Et donc c'est un peu le résultat de l'étude qui a été publiée, donc fin mai, qui nous explique que pour certaines espèces, il y en a qui arrivent effectivement à migrer à partir, par exemple en montagne, à monter un petit peu en altitude, notamment pendant... elles vont pas forcément monter en altitude pendant toute l'année, mais par exemple en été, vont se déplacer un petit peu pour échapper aux plus fortes chaleurs en montant un peu en altitude, puis en hiver, elles vont redescendre là où elles étaient précédemment. Mais pour d'autres espèces, et notamment elle citait un exemple d'une espèce qui vit dans un désert, et ben pour elle, par contre, elle ne peut pas bouger. Mais c'est pas parce qu'elle ne peut pas voler et qu'elle peut pas s'en aller, en fait, c'est juste que son écosystème et sa niche écologique est fait de telle sorte que si jamais elle s'en va, elle ne retrouvera pas la même niche écologique autre part. Et donc, elle bouge pas parce que c'est pas possible. Et malheureusement, elle est dans un désert, mais un désert chaud, qui se réchauffe d'année en année, et qui, malheureusement, au bout d'un moment, va devenir invivable, et pour cet oiseau aussi. Donc, on a certains oiseaux qui ont des problèmes parce qu'ils peuvent de toute façon pas bouger, et il y en a d'autres qui bougent, mais qui ont quand même d'autres soucis, parce que malgré le fait qu'ils bougent et qu'ils arrivent à aller dans des écosystèmes limitrophes qui sont plus ou moins similaires à leur écosystème de base, et ben en fait, malgré ce mouvement, c'est pas suffisant pour échapper complètement au changement climatique. Parce que ils vont quand même gagner entre 1 à 2 degrés supplémentaires, malgré le fait qu'ils aient réussi à bouger et à s'expatrier en quelque sorte. Ils vont quand même subir les effets de ce réchauffement climatique malgré tout, parce que c'est un réchauffement climatique qui est arrivé à un tel niveau dernièrement que y a pas beaucoup d'écosystèmes qui arrivent à s'en sortir, malheureusement. Donc voilà, donc ça c'était un peu une étude qui... Et la raison pour laquelle elle a publié dans Nature, c'est parce que justement précédemment on pensait que les oiseaux pouvaient se débrouiller mieux que d'autres espèces face au changement climatique, et on se rend compte que c'est pas du tout le cas, malheureusement. Oui, il y avait quelques années auparavant ces chiffres qui donnaient si réchauffement climatique intense il y a, on aurait environ 25% d'espèces d'oiseaux qui seraient menacées, ce qui, par rapport à certaines populations animales, est très faible. Et je crois qu'on a une étude qui est sortie aux États-Unis où c'était plutôt 80% des oiseaux américains, ce qui est absolument gigantesque pour le coup. Donc, on est en train de se rendre compte que ce qu'on pensait pour acquis, à savoir le fait que les oiseaux sont capables de beaucoup mieux s'adapter, justement, aussi par le vol, justement par le fait Oui, c'est à cause du vol, que ces oiseaux sont capables de se déplacer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement, mais en réalité, ça semble pas être le cas. Ils ont beau pouvoir se déplacer, en fait, c'est juste qu'ils ne peuvent pas, tout simplement, parce qu'ils pourront pas forcément s'adapter dans le nouvel environnement dans lequel ils vont arriver, qui est déjà occupé par d'autres espèces. Il faut s'en souvenir, donc c'est pas forcément libre pour eux pour s'installer. Donc même s'ils bougeaient, ce serait pas forcément une bonne idée. Tu te rends compte, Sophie, soit tu t'adaptes et tu es traité d'espèce invasive, soit tu ne t'adaptes pas et tu disparais. C'est triste, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Que faire, mon Dieu, que faire. Ah non, mais c'est fou. Donc voilà. On est dans quelle région du monde, là? C'est quelque chose de global, pour le coup? Alors là, c'était assez global. L'étude en elle-même vient de l'université de Yale, donc aux US. Mais voilà, on est assez global parce que c'est justement quelque chose qu'ils voulaient voir pour différents types d'écosystèmes de par le monde. Ça les intéressait donc de pouvoir un petit peu avoir plusieurs cas de figure. Ce qu'on comprend, c'est normal. La plupart des espèces viennent, cela dit, d'Amérique du Nord quand même, pour arriver à avoir une idée de ce qui va se passer sur ce continent-là. Est-ce qu'ils listent éventuellement des environnements où la résilience est plus importante? Puisque visiblement ils ont testé différents types d'environnements, donc...
Alors, c'est pas forcément des environnements, en fait, c'est plus des types d'oiseaux. Tu sais qu'il y a des oiseaux ok. qui vont être plus généralistes, notamment dans leur approche de la nourriture, alors que d'autres vont être beaucoup plus spécifiques dans ce qu'ils vont manger, donc c'est vraiment des spécialistes d'un certain type de graines ou d'un certain type d'insectes. Et dans ces cas-là, ceux-là vont avoir beaucoup plus de mal à s'adapter, évidemment, que ceux qui sont plus généralistes, qui ont plus de marge, en quelque sorte, pour s'adapter à un nouvel environnement. Donc c'est surtout un type, en fait, d'oiseau plutôt qu'un type d'environnement. Voilà, plus facile de s'adapter en ouvrant des robinets et en se mettant à côté des climatiseurs. Exactement. Faudrait que les cacatoès leur donnent des cours à tous, hein, pour qu'ils comprennent. Ah mais si, mon on va Dieu. fonder l'école, tu vas avoir des cacatoès là, et puis on va amener différentes espèces, on va leur dire voilà, faut faire comme ça. Mais cela dit, je ne serais pas surpris que d'autres oiseaux regardent à un moment donné les cacatoès et fassent c'est intéressant ça comme technique. Et si nous aussi on se mettait à côté de la clim? Et dans 50 ans tu verras 50 oiseaux là autour de la clim. Bah, ce serait pas... Parce que tu sais bien que pas mal d'espèces d'oiseaux, finalement, se basent sur d'autres espèces d'oiseaux. Il y a une sorte de communication qui se fait entre les deux, que ce soit pour la migration, pour la nourriture. Totalement. Et Donc, même envers d'autres animaux. Hein. Les écureuils, par exemple, écoutent les oiseaux, et notamment les geais, lorsque le jet émet l'alarme d'un prédateur potentiel. Voilà. Et donc, tout le monde s'écoute. Exactement. Et tout le monde écoute le courrier de la Sterne, Sophie, parce que c'est la fin de l'émission. Il faut déjà se quitter. Ah, c'est terrible. Et oui, j'espère que cet épisode vous a plu. En attendant, vous pouvez toujours aller au robinet dans votre jardin, dans votre parc, pour pouvoir récupérer de l'eau, en écoutant le courrier de la Sterne sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez également être à côté de la clim en écoutant les précédents épisodes. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes! À plus.